Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez repris quelques forces pour ce soir. Alors, comme promis, nous continuons notre soirée auprès de notre invité de ce soir, qui n'est autre que Marwan Mohamed, qui est venu nous parler de cet immense, voire vertigineux projet qu'est la consultation des musulmans de France. Alors, merci Marwan pour ta présence. Commençons par le commencement. Pourquoi consulter les musulmans aujourd'hui ? Alors, d'abord, ça part pas d'aujourd'hui, ça part d'un constat. Ce constat, on le fait individuellement, on le fait aussi collectivement. Dans le travail qui a été le mien pendant les dernières années au CCIF ou dans les conférences ou dans les formations, il y a un truc qui intervient systématiquement au moment des questions-réponses. C'est une frustration qui est exprimée à la fois de l'image qui est donnée des musulmans, de la manière dont les musulmans sont gérés sur le plan politique, sur le plan institutionnel. Et cette question de l'organisation des musulmans, de la représentation des musulmans, elle arrive sans cesse comme un débat récurrent. Et puis ensuite, au niveau individuel, moi je suis père de famille, je suis né, j'ai grandi en France, j'ai 39 ans aujourd'hui. Jamais on m'a demandé mon avis sur la manière dont les choses devaient être organisées en tant que musulman lambda, en tant que personne qui fréquente des écoles, qui fréquente des mosquées, qui fréquente des associations. Et l'idée, quand on y pense, elle est tout simplement évidente. Quand il s'agit d'organiser les questions qui ont trait à l'islam et aux musulmans, peut-être qu'il faut demander l'avis des premiers intéressés. Donc cette réflexion, elle était en stand-by, elle était en attente pendant un long moment. Et à partir du mois de février, j'ai commencé à consulter des cadres associatifs de terrain, des imams, des enseignants, des entrepreneurs, des universitaires, sur l'idée même d'une consultation et sur l'idée même d'une mobilisation qui permettrait aux musulmanes et aux musulmans de reprendre un minimum d'autonomie, de reprendre la parole tout simplement. Et c'est comme ça que l'idée est née. Et alors, quel est l'objectif concret ? Est-ce que l'objectif, ce serait, par exemple, d'aboutir à une instance représentative des musulmans français ? On n'en est pas là. Pour l'instant, l'idée, elle est double. La première, elle est de poser une phrase, un concept, une idée simple. Tout ce qui se fait pour les musulmans, en direction des musulmans, doit se faire avec les musulmans. Cette idée-là, elle paraît évidente. Et pourtant, elle est la contradiction directe de ce qui a été fait pendant les générations passées et pendant les années passées. La plupart des choses qui parlent de l'islam de France ou de l'islam en France, on verra un peu plus tard peut-être dans l'entretien qu'il ne s'agit pas de ça, mais d'un islam d'État au bout du compte, ça s'est fait sans consulter les musulmans dans des bureaux, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou à l'Élysée aujourd'hui. Donc l'objectif, il est double. Le premier objectif, c'est d'implanter l'idée que les musulmans doivent être consultés sur tous les sujets qui concernent les musulmans. C'est eux les premiers concernés. La deuxième chose, c'est de déclencher une réflexion au sein des communautés musulmanes dans toute leur diversité pour leur faire passer un message que je constate déjà sur le terrain. Les musulmans savent, les musulmans peuvent, les musulmans font. Ils savent mieux que qui que ce soit d'autre les problématiques auxquelles ils font face au quotidien. Ils peuvent réaliser des projets de grande ampleur, c'est ce qu'ils font dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel, dans le domaine économique ou autre, parce qu'ils sont très distribués dans la société. Et ils font déjà des choses magnifiques au niveau local et régional qu'il s'agirait de développer et de déployer aussi au niveau national. Ça, c'est les objectifs de cette consultation. Et pour répondre à ta question, tout ce qui suit après, ça c'est la responsabilité des musulmans. C'est quelque chose sur lequel personnellement je ne peux pas agir. Soit les fédérations se saisissent de ce moment-là pour s'émanciper quelque part du contrôle politique dont elles ont fait l'objet jusqu'à maintenant. Et les musulmans, les musulmanes de la société civile, associations, intellectuels, entrepreneurs se disent « Tiens, c'est le moment peut-être de reprendre la parole, peut-être que c'est le moment de se saisir de cette consultation pour essayer de mener des projets et de reprendre une autonomie. » Soit on verra ça dans les mois qui viennent, ce sera juste un rapport de plus ou une analyse de plus ou une mobilisation de plus qui nous permettra d'avoir une photo instantanée des problématiques que rencontrent les musulmans, mais qui n'aura pas été l'occasion rêvée qu'on attend depuis des années de prendre part tout simplement à notre propre destin. Voilà. Mais donc, justement, la manière dont ça va s'organiser, concrètement, est-ce que ça signifie que tu travailles en fait déjà en collaboration avec d'autres fédérations, d'autres instances, d'autres gens qui sont sur le terrain, c'est ça ? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a un groupe de travail, c'est-à-dire sur les 200 personnes que j'ai consultées pendant les derniers mois. Il y a des gens qui se sont impliqués beaucoup plus
des imams, des intellectuels. C'est un groupe de travail qui s'est organisé spécifiquement autour de ce projet. Pour cette idée de consultation, avec vraiment un champ complètement ouvert. On veut savoir qu'est-ce qui touche les musulmans, et on a envie de mieux le comprendre parce qu'on ne le sait tout simplement pas. Et la réalité de terrain, elle est claire. 75% des musulmans et des musulmanes ne fréquentent pas une mosquée, ne sont pas impliqués dans une association musulmane. Donc l'idée traditionnelle de dire qu'on va gérer les musulmans à travers les instruments du culte, elle est intéressante pour tout ce qui est lié au culte, mais elle passe à côté de la réalité sociologique des musulmans, dont beaucoup ne fréquentent pas ces institutions quotidiennement. Donc avoir juste une idée de quels sont leurs besoins, ça en soi c'est intéressant. Donc il y a ce groupe de travail qui s'est formé, comme je disais, cadre associatif de terrain, imam, intellectuel, entrepreneur, avec l'idée que venez on initie cette consultation. Et ensuite, pour des raisons tactiques et stratégiques très simples, malheureusement, on ne pouvait pas impliquer dans un premier temps, dans un temps préalable, les grandes fédérations, pour une raison simple. Elles étaient dans un rapport parfois pas d'indépendance vis-à-vis de leur pays d'origine ou vis-à-vis des autorités françaises, et on ne pouvait pas prendre le moindre risque que cette information, elle fuite, que ce soit dans les médias ou auprès du pouvoir. Néanmoins, un petit peu avant la consultation, on a fait un gros effort ensuite en direction des fédérations pour leur expliquer la démarche, pour leur montrer que ce n'était pas, entre guillemets, pour passer l'expression, les jeunes contre les vieux ou bien les cadres associatifs contre les cadres des fédérations, ce n'était pas du tout ça l'idée, mais qu'elles pouvaient se saisir de cette occasion pour se libérer elles-mêmes, pour justement endosser pleinement leur rôle de service auprès des communautés musulmanes en toute indépendance et en même temps d'être renforcées, légitimées dans leur rôle sans avoir à subir un contrôle politique dès lors. Donc ça a été le travail diplomatique des 2 dernières semaines où, en plus de toutes les communications en on, dans les médias, sur les réseaux sociaux, en off, on s'est rapproché des fédérations en entretien individuel pour essayer de leur expliquer la démarche et les convaincre de s'y associer pour leur propre intérêt au bout du compte. Alors, comment vous vous y êtes pris pour envisager les questions qui ont été posées et qui sont posées encore actuellement Oui. Alors, dans le questionnaire, vous allez voir donc, sur consultationdesmusulmans.fr, c'est très simple. Vous avez des questions fermées, des questions ouvertes, donc des questions fermées à choix multiples, des questions ouvertes où vous pouvez rédiger des choses. Alors, pour vous donner les petits secrets de fabrication, les questions ouvertes, en général, c'est difficile de répondre spontanément. Parce qu'il faut prendre le temps et c'est pas ultra motivant, il faut tout de suite essayer de rédiger. Donc pour motiver les gens à répondre, il y a des questions fermées, ensuite des questions ouvertes, des questions de frustration ou des questions émotionnelles, et puis des questions d'inspiration où les gens doivent réfléchir. De sorte que lorsqu'ils commencent le questionnaire, ils sont encouragés à terminer parce qu'ils ont envie d'envoyer un message significatif. Donc ça, c'était la première chose. On savait que si on fait une consultation des musulmans, on est obligé aussi d'évaluer de manière assez neutre, de manière assez équilibrée, les structures existantes. Il y a 2 structures existantes qui ont la prétention ou qui ont le mandat d'incarner l'islam de France et l'islam en France. C'est le CFCM d'une part, qui a été créé en 2003 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, et la deuxième instance, c'est la Fondation de l'Islam de France, dirigée, ne riez pas, par Jean-Pierre Chevènement. Donc ça, il faut les évaluer, ces structures, en étant relativement équilibré. C'est pour ça que vous avez la possibilité de dire ce que vous avez trouvé de négatif, mais aussi ce que vous avez trouvé de positif. Et puis ensuite, les questions de fond, qui sont pour moi les plus importantes, il y en a 3. La première, c'est est-ce qu'on a besoin réellement, profondément, au niveau national, d'une instance pour organiser les musulmans ? Ça, c'est pas du tout acquis. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est votre réponse qui compte. La deuxième, c'est quels sont les sujets et quelles sont les problématiques qui touchent les musulmans au quotidien ? Il y a plein de choses à côté desquelles on passe. L'inclusion des femmes, l'inclusion de la jeunesse, l'accompagnement des convertis, l'organisation du pèlerinage, des questions auxquelles plein de familles musulmanes sont confrontées sans nécessairement de réponse. Ça, c'est la deuxième question qui, à mon sens, est la plus importante. La troisième, c'est la partie sur les questions ouvertes où on vous demande de faire des recommandations. Et là, pour vous donner un exemple, il y a quelqu'un, parce que c'est une des cases auquel on a accès, il y a quelqu'un qui a fait une contribution sur comment on pourrait financer mieux les associations musulmanes et les mosquées. Il y a une autre personne qui a expliqué que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des centrales d'achat pour mutualiser les efforts et les dépenses des associations ou des mosquées. C'est vrai que toutes les mosquées de France, elles doivent acheter des tapis. Je suis sûr que si on en achète 100 000 mètres carrés d'un coup, on aura un meilleur prix. Et ça, parce qu'on sait qu'au sein des communautés musulmanes, il y a des gens qui n'ont pas toujours les moyens, c'est super important de comprendre comment est-ce qu'on peut faire des économies là-dessus, mutualiser les efforts là-dessus. Donc voilà, une partie évaluation de l'existant, une partie
évaluation thématique des sujets qui concernent les musulmans, et puis ensuite une partie où on leur laisse strictement, très ouvertement la parole pour qu'ils puissent tout simplement s'exprimer. Voilà. Et donc, si je comprends bien, il y a quand même une volonté claire, et tu me confirmeras ou m'affirmeras, de se distinguer des instances de pouvoir ou même des structures qui sont reliées à l'État français. Vis-à-vis du CFCM, je pense que oui. Je pense que je ne fais pas injustice au CFCM si je dis que le mandat et les attentes qui ont été placées dans cette institution, censée représenter et travailler au service des musulmans, bon, c'est pas forcément super, quoi. Est-ce que tu relis ça, justement, cet échec, au fait qu'ils sont reliés avec l'État français, c'est ça? Oui, je pense que, de manière très simple et de manière très structurelle, je pense que le CFCM a été le dispositif au travers duquel l'État français a contrôlé les fédérations musulmanes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être ni revanchard, ni hostile aux fédérations. Parce que je pense sincèrement, pour avoir regardé un petit peu le travail dans le détail que certaines d'entre elles ont mené, qu'elles ont fait comme elles ont pu en fonction des moyens et surtout de l'autonomie politique dont elles disposaient. Une autonomie politique qui a été conditionnée d'une part par les rapports d'influence avec les pays d'origine, et puis une autonomie politique qui a été sérieusement limitée par l'injonction et le contrôle du gouvernement français qui a été constante jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à il y a quelques mois. Pour vous donner une idée, dans des réunions du CFCM, on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps des gens du ministère de l'Intérieur qui s'asseyaient, qui prenaient des notes dans une réunion privée au mépris du principe de laïcité, et qui parfois se permettaient, pour être très poli, des suggestions amicales aux responsables du culte musulman. En 2018, je ne sais pas si vous l'acceptez, moi personnellement, je n'accepte pas que qui que ce soit vienne me dicter la manière dont j'organise ma religion. C'est juste pas possible. Surtout de la part de gens qui, à longueur d'année, nous bassinent à propos de la question de la laïcité et font un infractus quand ils voient une fille en hijab à la télé. Est-ce que tu penses que l'organisation ou pas, qui donc aboutira, parce que si j'ai bien compris, il n'y a encore rien de tout à fait précis, mais l'échéance de cette consultation, elle pourrait aboutir à une manière d'être organisée qui pourrait avoir, qui pourrait instaurer une espèce de rapport de force de l'ordre du politique. Alors je dis ça au risque, bien sûr, d'alimenter tous les délires islamophobes liés par exemple à une espèce d'islam politique qui pourrait s'emparer de la France. Lorsqu'on les interroge, c'est ni dans l'objectif ni dans l'inconscient collectif des musulmans, encore moins de ta part ou de ma part. La manière dont les gens s'approprient le débat, c'est de dire, voilà, nous on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes, on voudrait que ces problèmes soient résolus. On voudrait que la manière dont on est montré, dont on est représenté, dont on est traité sur le plan politique change, évolue avec le temps. On n'a plus envie de voir des frères et des sœurs sur des écrans de télévision assis dans le rôle de l'accusé ou assis dans le rôle du problème. On a envie d'être dans la résolution, on a envie d'être dans la recherche de solutions. Ça, c'est le premier principe vraiment qui se dégage des discussions. Le deuxième, c'est de dire il y a un certain nombre de problèmes qui concernent la France plus largement, et les musulmans doivent faire partie de ce débat. Mais non plus en étant des objets politiques, des gens qui sont parlés à la troisième personne. Les musulmans sont comme ceci, les musulmans sont comme cela, mais pour la première fois de leur existence, être capable de dire « je » et être capable de dire « nous ». Être capable de dire « nous », c'est tout de suite assumer une dimension d'autonomie et une dimension de responsabilité. Et ensuite, je ne peux pas tirer des conclusions hâtives de ce que seront les résultats de la consultation. Je rappelle que ça se termine mi-juin. Après, il y a tout l'été où le comité scientifique va plancher pour analyser les résultats et tirer des grandes dynamiques. Mais à titre personnel, si moi je devais remplir le questionnaire demain, et je vais le faire, mais je vous dirai les réponses à l'issue de la consultation pour ne pas influencer. Mais personnellement, j'aimerais bien que quoi que ce soit qui émerge demain soit dans une logique de service aux musulmans. Vous avez besoin d'envoyer vos parents ou d'aller vous-même au pèlerinage, nous on va être à votre service pour que ce soit fait à un prix abordable et que dans cette période sainte du Hajj, vous ne vous fassiez pas arnaquer. Vous avez besoin que vos enfants ou vous-même ayez accès à une éducation religieuse de qualité,
eh ben, on va mettre à votre service des imams et des enseignants pour faire ça. Vous avez besoin d'un contrôle qui soit transparent de l'administration de la zakat ou bien des fonds des mosquées et ainsi de suite, eh bien, on va permettre aux associations et aux mosquées d'avoir des standards comptables qui soient dans la plus grande transparence. En tout cas, d'être dans une logique de service au service des musulmans et puis ensuite, surtout, rendre compte de la diversité d'opinions et d'appartenance de ce que sont les musulmans aujourd'hui. S'il y a une caractéristique statistique et sociologique qui caractérise les communautés musulmanes, c'est bien leur diversité. Oui, il y a 70% de maghrébins parmi les musulmans de France. Il y a aussi 10% de gens d'origine d'Afrique subsaharienne, 10% de convertis et 10% du reste du monde. J'ai envie de les voir. J'ai besoin de les voir. Il y a des économistes musulmans, il y a des ouvriers musulmans, il y a des médecins musulmans, des sages-femmes musulmans, des enseignants et des boulangers musulmans. J'ai besoin de les voir à l'écran. Et quand on parle et quand on exprime une frustration vis-à-vis du fait qu'on a des mauvais représentants ou pas de représentants, je ne pense pas qu'on ait besoin de porte-parole. Je ne pense pas qu'on ait besoin de grandes personnes ou de grandes personnalités qui vont parler pour nous. La notion de porte-parole, là, elle est très forte et elle est très dépossédante au bout du compte. Ça veut dire que toi, Louisa, ou bien moi, Marwan, je vais dire à Louisa, toi, tu vas parler pour moi. Je vais te donner mandat de tout ce que je suis et de tout ce que je pense et tu vas aller parler en mon nom. Je n'ai pas forcément besoin de ça. Est-ce que ce n'est pas inévitable, ce genre de choses? Est-ce qu'on n'a pas forcément... Je veux dire, on ne peut pas tous parler... Je pense qu'on n'a pas besoin de représentants, mais on a besoin de représentation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura une idée que les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Roms, les gens des quartiers populaires sont à l'écran tels qu'on les voit dans la vraie vie, on n'aura plus ce déficit de représentation. Avoir une économiste musulmane qui s'exprime sur le chômage, ce sera dès lors un non-événement. Et j'aurai plus la frustration de dire « Purée, j'ai jamais vu un frère ou une sœur à la télévision qui dit un truc et qui nous tape pas la chouma. » J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. J'ai jamais vu un frère ou une sœur qui, sur un plateau, se sentent pas obligés de poignarder dans le dos un autre frère ou une autre sœur pour se faire passer pour quelqu'un de respectable auprès d'une bande de racistes. Je sais pas pour vous, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir quelqu'un qui ressemble à ma mère à la télé de temps en temps. J'ai besoin de la voir s'exprimer, j'ai besoin de voir mes voisins s'exprimer, j'ai besoin de voir un imam s'exprimer sans qu'il y ait une musique stressante derrière et que la voix off nous dise que c'est l'islam radical qui est en train de conquérir nos quartiers. C'est plus possible. 2018, c'est plus possible. Et donc c'est tout le sens de la démarche. Et alors, pourquoi ne pas avoir lancé cette démarche à partir justement d'un collectif qui se serait créé pour l'occasion, justement? Alors il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Plus on va avoir dans les phases de réflexion et de préparation des groupes larges, plus il y a des risques de fuite et plus ça s'étale dans le temps. Et donc il y avait la nécessité de travailler sur un groupe de travail restreint pour pouvoir ouvrir ensuite. La deuxième, c'est malheureusement on ne choisissait pas exactement le timing. Dans ma tête, je pensais qu'on allait avoir jusqu'à la rentrée pour préparer des choses, mobiliser beaucoup plus largement, du moins dans le début de la consultation, pour pouvoir l'ouvrir ensuite largement. Sauf que le gouvernement allait annoncer tous ces sujets et son plan sur l'islam de France, son islam d'État, l'islam contrôlé et initié par l'État. Et donc soit on attendait que ça se passe et on risquait de le subir de plein fouet sans moyen de résister après ça. Soit on prenait le débat en main selon nos termes, et c'est pour ça qu'il y avait urgence de le faire avant le début du mois de Ramadan. Et puis ce mois-là, il est justement une période propice aux échanges, aux rencontres des musulmans. Là, on a le Tour de France des mosquées et des associations qui a commencé ce week-end, où on va aux quatre coins de la France, dans les assos, dans les quartiers populaires, dans les mosquées. Il y a une dernière raison aussi, c'est que... vous voyez le degré d'hystérie et de violence politique dans lequel on est pour le simple fait qu'une étudiante engagée dans un syndicat s'est exprimée à la télévision. Donc on n'est plus dans un débat rationnel. Donc il y a aussi une prise en compte tactique du point de vue du lancement de la consultation, du fait que si c'est initié par une personne, et c'est une personne qui va au charbon en première ligne dans les médias pendant les 15 premiers jours, eh bien on cible les attaques sur lui, et au lieu de parler de tel imam ou de tel intellectuel ou de telle association, on parle de la consultation. Voilà. Donc il y a ces raisons. Ouais. Mais tu crains pas que c'est ce qui pourrait arriver avec toi, justement, puisque publiquement c'est toi finalement qui est la figure un peu de cette consultation? Oui, sauf que je suis de l'ensemble des membres du groupe de travail
peut-être celui qui a suffisamment pris de coups pour savoir comment les recevoir et comment les rendre, peut-être celui qui est un peu plus aguerri que la moyenne dans le traitement médiatique. Et ces coups-là, je vis avec, je peux les encaisser. Je peux vivre avec des insultes et des menaces de mort de la part d'islamophobes. Je peux rétorquer sur un plateau télé à quelqu'un qui me calomnie ou qui dit quelque chose de faux. Je ne peux pas demander à un cadre associatif de terrain qui ne l'a jamais fait d'aller faire ce travail-là. Ou d'exposer lui, sa famille, son entourage à la police des idéologies et à la police des mœurs d'Internet qui va aller fouiner jusque dans son enfance pour sortir des photos de ses photos de classe comme on l'a fait avec moi pendant les dernières années. Donc, moi, dans ce dispositif, je joue le rôle de l'étincelle et du fusible. L'étincelle, parce que c'est moi qui initie cette consultation. Le fusible, parce qu'une fois terminé, une fois clôturée la consultation, personnellement, je considérerais que j'ai terminé mon travail. Et j'aimerais bien après passer à autre chose dans ma vie. Tu ne penses pas jouer un rôle ensuite dans le fruit de ce que va pouvoir... à quoi va aboutir cette consultation? Moi, je suis très lucide sur mes compétences et mes champs de légitimité. Je ne suis pas légitime, moi, pour parler au nom des musulmans. Je ne suis pas légitime, moi, et je n'ai pas l'autorité religieuse pour aller donner une orientation à ce que devrait être l'organisation des communautés musulmanes sur le plan théologique. Et honnêtement, après 7-8 années de travail sur les questions d'islamophobie et sur le traitement des musulmans, ça peut vous paraître égoïste, mais j'ai peut-être envie de faire autre chose et d'essayer autre chose. Donc, à titre personnel, je me suis dit, je ne vais pas laisser mes frères et sœurs dans cette situation, je vais au moins essayer quelque chose pour ne pas avoir le regret un jour de me dire « Ah, on aurait pu, ah, on aurait su, ah, on aurait dû », mais y compris du point de vue familial et y compris du point de vue personnel, j'ai envie d'essayer d'autres choses, j'ai envie de voir d'autres choses. Alors, justement, sans vouloir être trop indiscrète, qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Je veux dire, parce qu'on a assisté au fait que tu t'es plus ou moins retiré de la vie militante et de la vie publique ces derniers mois. Aujourd'hui, tu réapparais avec ce grand projet. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre encore à d'autres surprises te concernant ou pas? Non, ça c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Là, les derniers mois, moi j'ai terminé le travail au CCIF fin octobre. Donc, il y a une personne exceptionnelle qui a pris le relais, c'est Lila Charef, la directrice du CCIF. Et depuis, dès qu'il y a quelqu'un qui me croise, il me dit « Ça va, tu vas bien ?» Mais qu'est-ce que tu fais? Et je leur réponds, mais genre le plus honnêtement du monde. Je viens de terminer un stage de menuiserie. Là, je fais la cuisine, je m'occupe des petits, je bricole un truc à la maison, je fais le ménage, je lis un bouquin. Merci beaucoup, bonne journée, quoi. Je prépare une consultation de ouais, musulmans. Aussi. Ça, mais le fait que on puisse avoir une vie de famille et une vie personnelle et une vie genre normale alors qu'on passe à la télé, il y a des gens, ils n'impriment pas ça. Donc oui, comme tout le monde, j'ai tous ces trucs-là et oui, je m'occupe de mes enfants et je passe du temps avec mon épouse, mes parents et ainsi de suite, et toutes les choses que j'ai pas pu faire pendant les 7 dernières années parce que j'avais le nez dans le guidon sur la question de l'islamophobie. Maintenant, dans les options qui suivent, il y a plein de choses qui sont possibles. Avec mon épouse, on décidera d'ici la fin de l'été. C'est soit retour en diplomatie, OSCE, UNESCO, ONU ou je ne sais pas quoi. Soit c'est enseignement, recherche dans mes domaines de compétences. Soit je continue à faire des stats. Je ne sais pas encore. Vraiment, je ne sais pas encore. S'il y avait quelque chose, je vous le dirai spontanément. Très bien. Merci. Merci à toi, Lisa. Peut-être que dans le public, il y a des questions ou des remarques. Si c'est le cas, oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais juste une question sur la validité scientifique en fait de la consultation, sachant que comment on peut vérifier que ceux qui répondent sont réellement musulmans. Et puis, je vais en profiter pour donner une deuxième question. Est-ce que le fait que tu lances une consultation tout en disant que tu ne seras pas, j'allais dire, acteur d'un groupe, dans la continuité en fait quand tu ne seras pas dans la continuité de cette consultation, est-ce que ça risque pas de décourager finalement les personnes il y a beaucoup de personnes qui cherchent à ce que tu sois un peu le représentant ou en tout cas une tête un peu leader d'un mouvement de défense des musulmans de France. Bon, merci à toi déjà de ton message et de ta confiance pour répondre en 2 temps à tes questions. La première question, elle est super importante et elle est méthodologique. Comment on s'assure du sérieux de la consultation et de la qualité des réponses? En stats, on va qualifier ça de sincérité des réponses.
D'accord ? On ne sait pas à qui on a affaire, puisque c'est anonyme, et on n'a pas de données sociologiques sur la personne, on a encore moins de données religieuses. D'accord ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de musulmans au sens statistique du terme. Donc on n'a pas un critère sociologique objectif pour dire cette personne elle est musulmane ou suffisamment musulmane ou elle ne l'est pas. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire ? Donc la règle qui est retenue, c'est on considère comme musulman celui qui se considère comme musulman. Et ça permet déjà d'avoir une idée. Ensuite, dans les réponses frauduleuses, elles peuvent être de plusieurs types. En général, les gens ils vont essayer de troller la base de données, ou ils vont essayer de mettre des réponses fausses, ou bien ils vont essayer d'influencer par d'autres moyens le sondage. Il y a deux dispositifs qu'on a prévus. Il y a un premier dispositif qui est au moment de la collection des données, c'est-à-dire au moment où les gens remplissent le sondage. Il y a un certain nombre de sécurités qui sont mises en œuvre pour qu'on ne puisse pas remplir 2 questionnaires, 5 questionnaires de suite, pour qu'on ne puisse pas utiliser un bot ou un robot pour envoyer un script qui va saturer la base. Et puis ensuite, au moment de la préanalyse, il y a un certain nombre de règles algorithmiques qu'on va mettre en place qui vont évaluer la cohérence des réponses et identifier très facilement les réponses qui sont grossièrement frauduleuses. La seule chose contre laquelle on n'est pas prémuni, c'est que, individuellement, une personne fasse une réponse frauduleuse. Mais sur quoi ? Par exemple, il va dire quelles sont les 3 personnes qui vous représentent, et lui il va dire Mickey Mouse, Marine Le Pen et le chat Nestor. Ben super, ce sera marginal numériquement dans les résultats. Donc les techniques algorithmiques et les règles, ça je vous les donnerai en fin de consultation pour pas qu'elles puissent être contournées à ce stade-là. Mais gardez en tête que il y a ces précautions qui sont prises. Et puis, toute l'analyse, ensuite, ça c'est super important. Comme je disais tout à l'heure, les plus significatifs parmi les questions, c'est les questions ouvertes et les questions thématiques. Et là, on va avoir des sociologues, des statisticiens dans le comité scientifique qui vont dépouiller ça au fur et à mesure et puis commencer à nous donner des grandes indications des questions qui vous intéressent le plus. D'accord ? Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, franchement, je ne sais pas comment vous évaluez mon travail des dernières années. Mais en tout cas, j'espère que vous voyez l'effort. J'espère que pendant ces années, je n'ai pas été un garçon déconnecté qui n'en a rien à faire. Je n'ai pas donné l'impression du gars qui sait mieux que les autres et qui n'entend pas ce que vous lui dites. Et quand je lance un projet et que vous le soutenez massivement, ça me dit aussi que ça, vous l'avez compris. Donc je pense que quand je vous dis j'ai envie d'essayer autre chose et qu'il y a des personnes sincèrement plus légitimes et plus aptes et plus compétentes que moi, j'espère que vous me croyez sur parole. Par exemple, il y a un biais dans la consultation. Le fait que, comme c'est moi qui initie la consultation, et que parmi les personnalités musulmanes, je suis parmi celles qui ont un minimum de surface médiatique, ça biaise des résultats. Ça veut dire qu'il va y avoir une proportion de gens qui vont citer mon nom parmi les gens qu'ils aiment bien ou parmi les gens qu'ils aimeraient les voir représentés. Ça, il ne faut pas nécessairement en tenir compte. Mais par contre, si je vous recommande, si je vous dis que telle personne elle est intéressante et très compétente sur les questions économiques ou que telle autre elle apporte vraiment un plus sur les relations institutionnelles de par son expérience diplomatique ou autre, ben ces visages-là, il faudra aussi les voir émerger, les respecter et leur donner une chance de faire un travail utile. Voilà. Donc si j'ai un minimum de notoriété ou un minimum de respect et de soutien de la part des communautés musulmanes, j'espère que ce soutien et cette confiance-là, elles seront réceptives aussi au fait qu'on propose d'autres personnes et qu'on montre d'autres visages. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans le public ? Oui, là, en face. Oui, j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que beaucoup de musulmans, comme beaucoup de catholiques ou d'autres personnes en France, ne sont que très peu pratiquants. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans ce cas-là par musulman ? Parce que de la même façon qu'on peut être victime d'antisémitisme alors qu'on n'est pas du tout un juif croyant, qu'est-ce que cette enquête-là fait des personnes d'origine musulmane avec qui je peux trinquer dans un bar avec un verre de vin
et qui, d'une manière générale, partagent finalement un vécu, je dirais presque de français moyen, avec cette différence qu'ils ont quand même une spécificité, une civilisation autre et toutes sortes de choses très intéressantes sur le plan du vécu personnel, sans que ce soit pour autant lié à une pratique religieuse. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans cette étude ? Il y a des choses très justes, dans ce que vous dites. Il y en a une que je retiens en particulier, c'est qu'il y a un islam et des musulmans. Donc il y a autant de façons de s'approprier ou non sa foi, de se l'approprier comme un fait cultuel, comme un fait culturel, comme une origine, comme une appartenance sociale. Donc il y a autant de façons de se l'approprier qu'il existe de musulmanes et de musulmans. Et c'est pour ça, madame, que dans l'étude, il n'y a pas de question ni sur leur niveau de pratique, ni sur leur notion de ce que c'est ou non d'être musulman. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un double dispositif. Il y a un dispositif en ligne, avec un site internet, donc consultationdesmusulmans.fr, et il y a un dispositif de terrain, au travers des associations et au travers des mosquées. Comme ça, on va pouvoir aller à la rencontre des gens et les écouter directement, comme on le fait ce soir. On imagine bien que le dispositif de terrain auprès des mosquées, il va restituer, disons, la part la plus impliquée religieusement des communautés musulmanes au niveau local. Mais par contre, la consultation en ligne, elle permet justement à ces personnes-là qui se ressentent et qui se définissent comme étant musulmans et musulmanes, quelle que soit au bout du compte la réalité sociologique ou la réalité culturelle qu'ils mettent derrière. Et c'est ça aussi qui nous a amenés, dans les questions ouvertes, à leur proposer aussi un certain nombre de thématiques, mais aussi des cases vides pour qu'eux puissent apporter leur contribution, pour qu'eux puissent dire, je ne sais pas, j'invente. Par exemple, moi, l'aspect culturel, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, l'héritage islamique du point de vue artistique, du point de vue de la littérature, du point de vue de l'histoire, j'aimerais bien en voir plus, parce que c'est ça, la dimension d'héritage que j'aimerais retenir de ce que m'ont transmis mes parents. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais j'aimerais bien que, au travers des résultats de la consultation, on puisse restituer aussi cette diversité dans la manière de s'approprier le fait musulman, sans porter de jugement dessus. On a une autre intervention. Bonsoir, tu viens de répondre à ma question en fait. C'est au-delà on va dire des milieux religieux pratiquants. Est-ce que tu comptais consulter, enfin, aller chercher les musulmans non pratiquants, notamment grâce au tissu associatif, et tu as répondu. Du coup, ma question n'a plus lieu d'être. Mais est-ce que d'un point de vue du traitement médiatique du lancement de ta consultation, comment tu l'analyses, et est-ce que tu sens une campagne de dénigrement, enfin, quel est le traitement médiatique qui est réservé à la consultation? Pour l'instant, il est, je dirais, plus positif que la moyenne. C'est-à-dire que, pour que vous sachiez, le journal Le Monde a bien travaillé en amont par rapport à cette consultation. La journaliste, elle avait été tenue au courant quelques semaines auparavant. Donc l'ensemble de la rédaction du Monde a vu cette consultation, lui a donné beaucoup d'écho avec plusieurs articles, la publication de la tribune de lancement, avec aussi des papiers critiques parce que c'est nécessaire, c'est important qu'ils fassent leur travail. Et ensuite tout le reste de la surface médiatique que la consultation a eue a été plutôt positif. Tu as toujours un groupe de détracteurs, même si tu parlais de la météo, ils seraient contre. Même si j'annonçais une journée ensoleillée, ils seraient contre. J'ai envie de leur dédier le soleil, j'ai envie de leur dédier l'été. Mais ça ne change rien, il ne faut pas trop s'en préoccuper. Mais gardez en tête aussi que la consultation, elle a été lancée juste il y a une douzaine de jours. Le temps de sortir les salles papier, de repartir dans le cirque. On va voir dans les jours qui viennent comment ça évolue. Mais il faut être très serein par rapport à ça. Louisa l'a souvent dit, et au travers des émissions de Parole d'honneur, vous avez pu le voir si vous suivez, le racisme et le traitement des minorités, il a plusieurs dimensions. Il y en a une qui est intimement liée à la notion de pouvoir. Donc dès qu'on va faire bouger ces lignes, dès qu'on va donner un pouvoir aux gens, en l'occurrence par exemple ici, le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir de prendre en main la manière dont ils veulent s'organiser, ça déclenche des crispations qui sont très logiques. On avait l'habitude de vous contrôler et de vous expliquer où vous vous asseyez, quand est-ce que vous avez le droit de parler, sur quoi vous avez le droit de vous exprimer, et maintenant vous parlez comme des êtres humains libres.
mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc c'est normal, mais ça c'est vraiment dans certaines franges et dans certaines marges, que ça déclenche des réactions épidermiques, parce que pour des gens qui ont été habitués à dominer et à contrôler les gens, le simple fait qu'on s'exprime, c'est déjà trop. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sabrina? Je te vois pas, je la vois plus. Sabrina a disparu? Ah oui, tu es là. Oui, il y a Ula Tabari. Merci, bonsoir. Et en fait, ma question est, là on a parlé un peu de la Palestine, et évidemment de l'islam. Je suis musulmane d'ailleurs, ma famille est musulmane. Je ne suis pas pratiquante, je suis très mauvaise. Je compte toujours sur le côté tolérant de l'islam. Et que Dieu va me pardonner. Hein. Mais j'ai un combat maintenant extrêmement important, et c'est la Palestine, comme toujours, depuis ma naissance, depuis... Là, par exemple, en tant que quelqu'un qui est en train de préparer vraiment des actes importants, ou des actes, j'aimerais bien aller parler avec les gens, les croyants, qui se préparent pour aller à la Mecque, pour ne pas y aller, pour boycotter l'Arabie Saoudite, pour boycotter les sociétés de sécurité qui travaillent en Arabie Saoudite, qui sont israéliennes, les sociétés israéliennes. Il y a énormément de travail maintenant déclaré entre Israël et l'Arabie Saoudite, alors que bon, ça dure depuis un moment. On sait très bien, moi je viens d'une famille des muftis et de la Palestine, donc je sais ce que ça veut dire. Je suis grandi dans une famille musulmane, mais je sais que Dieu et l'islam, pour moi, c'est culturel. C'est la vie quotidienne, c'est d'être quelqu'un de bien, surtout. Et comment je dois faire? Est-ce que quelqu'un comme moi, avec un projet pareil, d'y aller inviter les gens, de joindre le BDS et de joindre le boycott en général, et de réfléchir avant d'y aller, dépenser leur argent dans un lieu saint, mais occupé? Aujourd'hui, pour moi, les lieux saints musulmans sont occupés par l'Arabie Saoudite et Israël. Est-ce qu'il y a un endroit pour moi chez vous? Est-ce que je peux venir discuter avec les gens à ce sujet? Bon, alors bien sûr, déjà, bien sûr que tu peux venir discuter, mais dans n'importe quel espace. Et je pense que je m'avance pas trop en disant que je pense dans n'importe quelle association de terrain, dans n'importe quelle mosquée, t'accueillir les gens par rapport à ce que tu as à partager, par rapport à ce que tu as à dire, par rapport à ton témoignage personnel. Ce témoignage, je pense que la plupart des gens ont besoin de l'entendre. Ensuite, il faut aussi prendre conscience d'un acquis et de quelque chose qui est très profondément ancré dans les communautés musulmanes en France. Comme l'a évoqué tout à l'heure Youssef, la question palestinienne, elle est plus qu'une simple question de géopolitique à distance. Ce n'est pas le cas pour toutes les communautés musulmanes et toutes ces communautés, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ces rapports, ils sont assez inégaux par rapport à la question palestinienne. J'arrive. Je vais te répondre. Donc, je disais, on part d'un acquis, c'est que la question palestinienne, elle a une réelle importance auprès des communautés musulmanes. Maintenant, la question du Hajj et l'organisation du pèlerinage, la manière dont les croyants se l'approprient, c'est une question très personnelle et c'est une question qui est très culturelle et théologique. Quand les pèlerins ils vont à Mecca et à Médine, je pense pour la majorité d'entre eux, ils sont conscients d'un certain nombre de problèmes, des abus économiques, des abus de comportement. Je ne pense pas que la majorité des musulmans qui vont en Arabie Saoudite donnent un chèque en blanc à l'Arabie Saoudite pour son positionnement géopolitique, que ce soit vis-à-vis du Yémen comme vis-à-vis de la Palestine. Simplement, quand on est en train de penser les mobilisations sur la question palestinienne en France et qu'on veut impliquer, planifier, faire les choses de manière efficace dans le temps, il faut aussi comprendre qu'il y a des leviers qui ont été activés et qui fonctionnent. Les campagnes BDS, les campagnes de sensibilisation, les campagnes politiques, les campagnes médiatiques d'information sur ce qui se passe en Palestine, ça fonctionne. Il y a un morceau qui est en train de se développer, c'est tout l'héritage
culturel et l'héritage, y compris culinaire. À ce propos, je voudrais juste remercier Rania qui a préparé le l'iftar de ce soir. Bravo. Ce délicieux buffet palestinien. Et Rania, elle n'est pas juste en train de préparer des plats pour l'iftar. Elle est aussi en train de restituer un héritage culturel, un héritage culinaire en l'occurrence, parce que ça fait partie de ce qui humanise et de ce qui définit les Palestiniens. Donc même chose sur le côté artistique, même chose sur le côté littéraire et ainsi de suite. Là où il y a encore trop d'absence et pas assez de mobilisation, c'est au niveau diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre et il faut voir la machine diplomatique israélienne à l'œuvre pour comprendre l'impact que ça peut avoir. Que ce soit à l'OSCE, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans les commissions qui travaillent sur la question des droits humains, il faut voir le travail de harcèlement qui est à l'œuvre envers des gens qui oseraient poser un diagnostic sur la politique coloniale israélienne. Tous les rapporteurs qui ont travaillé sur la question ont fait l'objet personnellement, individuellement, de campagnes de menaces et de dénigrement, des campagnes de pression. Et malheureusement, à ce niveau diplomatique-là, on n'a pas assez de monde pour répondre à ça. Et puis, on a encore moins assez de monde pour avoir des positions équilibrées qui trouvent à la fois leur source dans le droit international et dans la réalité des mobilisations palestiniennes dans toute leur diversité là-bas en Palestine et qui soient ensuite capables de tenir leurs positions et de les articuler à ce niveau-là. Donc, moi, je ne vois pas les choses uniquement sous un prisme. J'essaie de me dire, OK, à échéance 5 ans, à échéance 10 ans, à échéance 15 ans, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre et qu'est-ce qu'il faut planifier pour que, en complément de ce que font déjà les Palestiniens à leur échelle, on puisse, au niveau international, leur apporter un support réel. À titre personnel, c'est comme ça que je répondrai. Et donc oui, bien entendu, c'est la bienvenue. Et si tu as envie de venir faire le tour de France des mosquées avec nous et des associations, je pense qu'ils seront tous très contents de t'entendre. Voilà. Merci beaucoup Marois. Nous arrivons au terme de cette soirée. Merci encore pour ta présence. Donc, maintenant c'est à vous de travailler. Déjà, on va faire un petit test. Qui pense que la consultation des musulmans, c'est une bonne idée ? D'accord, super, on est unanime. Donc, vous êtes tous recrutés pour en parler autour de vous. Déjà, remplissez le questionnaire, participez, exprimez-vous, et puis ensuite, soyez des ambassadeurs de ça autour de vous. Cette consultation, elle sera un succès si on en fait notre sujet collectif, où on se l'approprie, où on l'adapte, on organise des petits débats en locaux, dans notre famille, dans notre entourage, pour dire, bah, tiens, c'est peut-être notre moment de saisir les choses et d'agir face à ça. Soit on reste dans un constat critique et dans 5 ans, on se retrouve ici, on aura encore un plus grand endroit pour se réunir. On sera toujours dans ce diagnostic de « Ah, c'est injuste, ah, c'est pas bien, ainsi de suite ». Soit on se mobilise et on essaie vraiment de changer les choses. Et ça, c'est notre moment. La parole est à vous, alors prenez-la. Merci. Merci. Alors, j'aimerais faire une petite mention, puisque nous avons beaucoup parlé de Palestine. Ce soir, il faut noter que la 4e édition du festival Ciné Palestine, qui est le premier festival du film palestinien à Paris, se tiendra du 25 mai au 3 juin 2018, donc à Paris, à Saint-Denis, à Aubervilliers et à Montreuil. Vous pouvez trouver le programme et toutes les informations sur le site festivalpalestine.paris. Donc merci beaucoup, merci au public de la colonie pour nous avoir suivis, merci à ceux qui nous regardent pour votre fidélité. Vous pouvez continuer à nous soutenir, alors en parlant de nous autour de vous, en relayant nos vidéos bien entendu, mais aussi vous pouvez nous soutenir financièrement en nous faisant bien sûr un don, puisque je rappelle que Parole d'honneur ne bénéficie d'aucun financement public, qu'il repose uniquement sur le travail militant du comité éditorial. Et donc, nous vous appelons régulièrement à nous aider pour garantir notre indépendance éditoriale. Pour cela, il suffit donc de faire un don, je le disais, sur notre site paroledhonneur.com. Merci aussi à toute l'équipe de la colonie qui nous ouvre leurs portes ce soir, aussi tardivement aussi. En particulier à Kader Atia, merci également bien sûr à toute l'équipe de Parole d'honneur avec qui je travaille, à l'équipe technique, à la régie, au son, aux cadreurs,
Quoi d'autre? Voilà, merci bien sûr à Rania pour ce magnifique repas palestinien. Effectivement, tu as eu raison de le dire. Rania est aussi une résistante palestinienne. C'est d'ailleurs son slogan, je crois, la résistance dans l'assiette. Donc, je vous invite bien sûr à aller voir ce qu'elle fait. Elle tient un blog qui s'appelle Les petits plats palestiniens de Rania. Et puis, merci encore à tous ceux qui rendent... Oui, Youssef veut me... Non. Merci encore à tous ceux qui rendent possible ce miracle qui est Parole d'honneur, puisque ça fait plus d'1 an maintenant qu'on existe. Je crois qu'on peut être très fiers de nous. Donc, merci à nous tous. Et puis, on se retrouve... On se retrouve bientôt. Stop les applaudissements. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, de nouveaux thèmes et de nouveaux invités. À très bientôt et bonne soirée.